Chers amis, bien le bonjour. Je suis Martial Zouamanga, opérateur en décentralisation et développement local. Je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne pour une nouvelle édition de notre... Pour une nouvelle édition, je suis heureux d'être là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir de nouveaux contenus. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui de la participation citoyenne. Nous parlons de décentralisation, bien évidemment. Et je souhaite que nous parlions aujourd'hui de la décentralisation, précisément de ce que nous appelons dans la décentralisation la participation citoyenne. Vous allez voir tout à l'heure que c'est assez intéressant parce que les applications sont nombreuses et multiples. Mais avant de commencer ce jour, je voudrais que vous observiez très bien les captures d'écran que je vais vous présenter en photo pour un projet, pour un édifice que beaucoup de personnes connaissent dans la cité capitale du Cameroun, la ville de Yaoundé. Regardez pendant ces quelques secondes et retrouvons-nous après. Eh bien les amis, nous parlons de la participation citoyenne et je viens de vous montrer là l'exemple type de l'application de ce que nous appelons la participation citoyenne. Je vous ai parlé du monument J'aime mon pays. Je n'en ai pas parlé, je vous ai juste présenté et vous avez vu tous les avis qui sont défavorables. Alors pour que nous comprenions ce qui s'est passé avec cet édifice, avec ce monument, il faudrait que nous parlions d'abord, il faudrait que je vous explique d'abord ce que c'est que la participation citoyenne. Eh bien, lorsque nous étions à l'école, lorsque je faisais ma formation pour devenir opérateur en décentralisation et développement local, nous avions une célèbre phrase que les enseignants répétaient tour à tour: ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Retiens bien cette phrase. Ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Autrement dit, chaque fois qu'on fait quelque chose pour vous, ou bien chaque fois qu'on fait quelque chose dans votre intérêt, on a quand même intérêt, on a l'obligation d'une certaine manière de vous associer à toute initiative qui est prise, soi-disant pour vous aider ou alors pour vous faire du bien. C'est l'exemple type pour que vous compreniez ce dont il s'agit avant que je ne continue mon raisonnement. C'est l'exemple type de ce père qui va au marché, ramène de la nourriture à la maison et puis ses enfants lui disent: papa, c'est pas ça qu'on veut manger. Il a l'impression d'avoir bien fait. Peut-être son intention est bonne, celle de nourrir ses enfants, mais seulement il ne leur a pas demandé ce qu'ils voulaient manger. Et conséquence, il ramène un plat que les enfants ne veulent pas manger à la maison. Commençons d'abord par définir ce que c'est que la participation citoyenne. Nous allons définir tour à tour les mots séparément. Ensuite, nous allons définir le syntagme nominal, le groupe nominal, participation citoyenne. Commençons par le verbe participer. Participer, c'est s'investir, s'impliquer, y mettre du sien. Participer, c'est prendre part. Participer, c'est donner son avis, c'est donner son apport. Participer, c'est agir. Participer, c'est tout cela. Lorsqu'on parle donc du citoyen, le citoyen est quelqu'un qui vit dans une communauté, dans une localité et qui d'une certaine manière, parce que dans la notion de citoyenneté, on va parler de la jouissance des droits civiques. Excusez-moi si civique vient de citoyen et qu'on ne définit pas un mot nécessairement par l'adjectif qui en découle, mais je suis un peu contraint en l'état actuel des choses de tourner en rond à ce niveau. Donc lorsqu'on parle donc de la participation citoyenne, on est en train de parler de l'implication que la personne, que le citoyen peut avoir dans l'action des institutions, de l'endroit où il vit. On est en train de parler de cette manière de s'impliquer, d'agir socialement et de contribuer, de donner son apport à l'action qui est menée pour son intérêt, à l'action qui est menée pour sa vie.
C'est de ça qu'il est question ici. Donc la participation citoyenne, si je dois donc la définir dans les livres, comme dans les livres ou dans les documents, est toute action qu'un citoyen pose pour contribuer au développement, pour participer au mécanisme de prise de décision, en dehors des consultations usuelles qui sont généralement les élections et les consultations référendaires. Voilà, il était important que nous définissions cela parce qu'il y a des consultations officielles où le citoyen est appelé à se prononcer. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de toute consultation qui est hors de ces cadres-là, que sont les élections ou le référendum. Voilà, il fallait que ce soit défini. Maintenant, continuons notre raisonnement. Dans le processus de décentralisation, il y a une place importante accordée à la participation citoyenne. Cette place même, je dirais, est une place centrale. Beaucoup de fois, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont échoué parce que ces projets n'ont pas eu une approche consultative. On a des projets monumentaux que beaucoup de personnes connaissent. Un cas d'école qui nous était enseigné lorsque nous étions sur les bancs. On parlait généralement du projet de la ScanWater, où il y avait un projet qui consistait à alimenter certaines localités en eau. Et des ingénieurs de la ScanWater sont arrivés en grande pompe dans les villages. Ils se font applaudir et tout. Ils installent des châteaux avec toute la technicité que cela comporte. Ils repartent, ils disent « Ok, c'est bon, nous avons rempli notre cahier de charges. » Mais ces projets ont échoué parce que ces ouvrages étaient boudés par les populations qui ne se reconnaissaient pas dedans. Il y a même un autre cas encore plus flagrant qu'on nous a enseigné à l'école où des gens sont venus, ils arrivent dans un village, nous parlons là des régions du Septentrion, ils arrivent dans un village dans les régions du Grand Nord, ils disent « Ok, on nous a dit que vous avez un problème d'eau. Nous sommes venus pour vous installer de l'eau. » Ils arrivent, ils mettent leurs machines et tout. Les machines scannent le sol et on dit « Il y a de l'eau à tel endroit, à telle profondeur. Nous allons faire un forage. » Ils font le forage, ils implantent le forage. Ils disent « Ok, nous avons trouvé de l'eau, nous avons fait le forage. Nous avons rempli notre mission, nous rentrons à Yaoundé. » Et puis les mêmes gens reviennent en inspection 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Ils se rendent compte que l'ouvrage est exactement tel qu'ils l'avaient laissé. Cet ouvrage n'a pas été utilisé. Et ils se rapprochent des populations et leur demandent « Mais dis donc, pourquoi vous n'avez pas utilisé le forage? On nous a dit que vous aviez un problème d'eau, mais vous n'avez pas utilisé ce forage. Qu'est-ce qui se passe ?» En enquêtant, en se rapprochant des anciens du village, ils leur disent « Ok, vous avez vu nos cases ?» Ils disent « Oui, nous avons vu vos cases. Est-ce que vous avez l'impression que nos cases ont des chambres ?» Ils disent « Non, vos cases n'ont pas de chambre. » Ça veut dire en fait que nous dormons tous dans la même pièce. Ces ingénieurs disent « Oui. » Eh bien, comprenez que nous ici où nous vivons, nous aimons que les points d'eau soient un peu éloignés de nos habitations parce que c'est pendant que les enfants vont à la source, c'est pendant que les enfants vont puiser de l'eau que nous, les adultes, nous restons chercher leurs frères, leurs petits frères, leurs petites sœurs. Ils ne pouvaient pas comprendre que ça fonctionnait comme ça dans la mentalité de ces gens. Ils se sont dit, ouais, ces gens veulent de l'eau, on va leur donner de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils ont des problèmes d'eau et qu'ils tombent malades régulièrement parce qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas de très bonne qualité. Ok, on va faire des forages, leur donner de l'eau potable, mais ça échoue. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait des forages, on leur a donné de l'eau potable, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient. Donc il y a beaucoup de projets qui échouent parce que ces projets-là ne sont pas l'émanation de la volonté de ceux qui sont les bénéficiaires. Donc vous avez donc vu, il y a eu des projets qui ont échoué comme ça en fracas. Et puis on se dit non, mais ces gens-là, ils n'aiment pas le développement. Mais d'accord, vous leur avez donné un projet, mais ce projet s'attaque fondamentalement à leur manière de vivre. Ce projet s'attaque fondamentalement à leur manière de faire. Ce projet s'attaque fondamentalement à leur manière d'être. Donc, je vous racontais ce cas d'école pour vous expliquer en quelque sorte
l'importance qu'il y a derrière la notion de participation citoyenne. Donc, lorsqu'on fait un projet et que des personnes sont censées en bénéficier, oui, je veux bien que tu m'offres une voiture, mais je pourrais te dire ma préférence sur la marque, je pourrais te dire ma préférence sur la couleur, je pourrais te dire ma préférence sur ce que je voudrais qu'elle soit automatique ou manuelle. Je pourrais te donner tout un tas de détails qui pourraient faire en sorte que je sois vraiment heureux de la voiture que tu vas m'offrir. C'est ça, je vous raconte tout ça pour vous situer dans l'esprit de ce qu'est la participation citoyenne. Alors tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi parce qu'il y a des désagréments de l'ordre de ce que je viens d'expliquer. Pour revenir donc à la notion de participation citoyenne, je vous ai narré l'histoire et je vous ai montré tout à l'heure une série de captures d'écran qui sont le résultat des recherches que j'ai faites sur Internet. D'ailleurs, au sujet de ce monument J'aime mon pays, tous les sites que vous allez visiter, tous les sites que vous allez rencontrer, il n'y en a aucun. J'en ai visité une dizaine. Je vous ai fait les captures d'écran de 4 ou 5 sites, mais j'en ai visité une dizaine. Aucun site n'a donné un avis favorable sur ce projet. Pourquoi? Parce que aucun citoyen ne se reconnaît là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la consultation citoyenne. Parce que le projet n'obéit, du moins de ce point de vue, à l'aspiration d'aucun habitant de la ville. Que ce soit ceux qui ont une certaine expérience de vie, qui sont des anciens, que ce soit les jeunes, personne ne se reconnaît dans ce monument. Que ce soit les autochtones, c'est-à-dire ceux qui sont natifs de Yaoundé, qui y vivent, ceux dont les parents ont vécu là, les autochtones, les natifs, que ce soit les personnes qui viennent de l'extérieur, personne ne se reconnaît, d'où ces avis qui sont pour la plupart essentiellement négatifs. Je ne voudrais pas qu'on fasse une focalisation sur ce monument. Je voudrais, parce que je vous ai cité ce cas, juste parce que c'est le cas le plus connu, juste parce que c'est le cas le plus patent. Maintenant, voyons les mécanismes donc qui président, les mécanismes de loi qui président donc à la gestion, à la manifestation de cette participation citoyenne. Voyons ce que la loi a prévu au sujet de la participation citoyenne. La loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose en ses articles 40 et 41 que toute personne physique ou morale peut formuler à l'intention d'une collectivité territoriale toute recommandation tendant, toute recommandation visant à impulser le développement local. Ça veut dire que en ma qualité de citoyen, si j'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux saisir le représentant d'une collectivité, je peux écrire à un maire ou à un président du conseil régional et lui dire, tiens, voilà, il y a ceci, cela, j'estime que ça ne marche pas pour telle ou telle raison. Je peux le faire légalement, la loi le prévoit. La loi prévoit donc que je puisse participer, que je puisse me mouvoir dans la localité où je vis, que je puisse donner mon avis. Et d'ailleurs, les organisations de la société civile, les ONG, on parle des organisations de la société civile, on fait allusion aux associations, aux ONG et aux autres organisations qui ne sont pas des organisations d'État. Les organisations de la société civile peuvent se réunir et donner leur avis. Et c'est le point fort même, lorsqu'on parle donc de la participation citoyenne. C'est donc le point fort de la décentralisation parce que là, vous avez des gens à qui vous destinez des projets, à qui vous destinez des réalisations, des infrastructures. Et ces personnes-là vous disent comment est-ce qu'ils ou elles veulent que ces projets, ces réalisations soient. Et quand on élabore des outils, des instruments de développement comme le plan communal de développement, le PCD, il y a donc ce qu'on appelle les consultations citoyennes. Ces consultations citoyennes-là sont faites dans un cadre légal, dans ce qu'on a appelé les comités, les CCV, on appelle cela les CCV, comités de concertation de village, comités de concertation de quartier, CCQ. Et ces comités de développement, ces comités de concertation
sont donc des outils. On peut donc réunir les gens par bloc. On les réunit par bloc et on leur dit, ok, voici, nous voulons développer notre zone. On fait donc, il y a une trentaine de domaines. On fait donc une liste et maintenant la population classe avec les experts qui sont venus pour travailler dans la zone. Ça se passe généralement parfois en 24, parfois en 48 heures. Du moins, il y a tout un plan de travail qui est élaboré. C'est méthodologique. Ils travaillent donc et ensemble, dans des groupes de travail, ils élaborent, ils procèdent à ce qu'on appelle la priorisation des projets. La priorisation des projets, c'est un processus qui est simple. Vous avez dit, nous voulons les écoles, nous voulons les hôpitaux, nous voulons ceci, nous voulons cela. On va vous dire, ok, en l'état actuel de nos moyens, parce que ça c'est un facteur toujours à prendre en compte, il y a le budget, c'est-à-dire la possibilité, la disponibilité des moyens. On va vous dire, ok, notre commune ne peut pas encore atteindre tel budget parce que nous n'avons pas les rentrées nécessaires. On va donc vous dire de classer les projets par priorité. C'est-à-dire que tous nos projets font 1 million. Maintenant, nous avons le projet de construire une école, c'est 200 000. Le projet de construire un centre de santé, c'est 300 000. Nous avons le projet d'avoir un stade de foot. Nous avons. On vous dit donc, ensemble, nous allons procéder à la priorisation des projets. C'est-à-dire que nous allons les classer par ordre de priorité. On vous dit donc, sur ces 4 ou ces 5 projets, s'il fallait réaliser un en premier, ce serait lequel? Alors, on va dire, bon voilà, on peut se passer du terrain de foot. C'est vrai que nos enfants veulent jouer, mais pour le moment, les gens sont en train de mourir. Voilà, nous préférons d'abord qu'il y ait un centre de santé. Après un centre de santé, il va peut-être falloir que les enfants soient scolarisés. Ainsi de suite, ensemble avec les populations, ensemble avec les gens, vous procédez donc à cette priorisation. Et ça fait que les réalisations qui sont faites par la collectivité, les réalisations qui sont faites par ces organismes sont acceptées de tous parce que c'est le reflet de la volonté du peuple, des populations. Je vais vous donner d'autres exemples qui montrent que la loi a essayé de tenir compte de ce facteur lorsqu'elle était conçue. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 182 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Je ne l'ai pas cité, mais je vous ai parlé de ça, qui institue les comités de quartier, les comités de village. On parle de CDQ, comité de développement des quartiers. On parle de CDV, comité de développement des villages. On parle de CCV, comité de concertation des villages. On parle de CCQ, comité de concertation des quartiers. C'est des termes un peu techniques qu'on utilise dans le développement local, mais c'est assez facile à comprendre. Alors, il y a l'article 381 de la loi qui dit « Les populations sont tenues informées des avancées budgétaires, des avancées dans l'élaboration du budget. Les populations sont tenues informées des grandes avancées ainsi que des enjeux de l'élaboration de ce budget. » C'est-à-dire quoi? Lorsque vous élaborez un budget et que dans le budget, il y a ce qu'on appelle les lignes budgétaires. Une ligne budgétaire, c'est un argent, un montant qui est alloué à la réalisation de certaines choses dans un domaine précis. On peut dire par exemple que la ligne budgétaire allouée au volet social, c'est-à-dire tous les projets qui ont un caractère social, on peut dire que la ligne budgétaire de ces projets cette année, c'est 50 millions. Et lorsque vous votez donc ce budget, vous dites que compte tenu de ceci, compte tenu de cela, je vais prendre un cas très simple. Pendant les années 2020, 2021, à l'heure où le corona battait son plein, on a vu la ligne budgétaire de tout ce qui était social et sanitaire être allongée. Pourquoi? Parce que nous étions en période de sinistre. Il y a eu des modifications, il y a même eu des conseils municipaux extraordinaires qui ont été tenus parce qu'il fallait modifier. On avait commencé l'année sur telle lancée et en période d'année, on a une pandémie qui s'est déclarée. Conséquence, certains argents alloués à des projets jugés en cette circonstance-là non essentiels pouvaient donc être orientés
vers des questions sociales et sanitaires. Donc, je vous explique c'est quoi une ligne budgétaire. Alors, dans cette ligne budgétaire, donc, la loi dit dans l'article 381 que les populations sont tenues informées des grandes avancées dans l'élaboration du budget et de leurs enjeux. Une population qui ne voit pas un enjeu dans un budget qui a été voté, surtout s'il est faramineux, cette population-là va bouder la réalisation, quelle qu'elle soit. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe avec ce monument. La loi précise dans l'alinéa 2 de l'article 381. Cette information qui est communiquée aux populations l'est faite dans un souci de transparence et d'objectivité. Pourquoi? Parce que simplement il y a des projets qui ne sont pas objectifs. Dans l'élaboration du budget, ces projets ne sont pas objectifs. Ils ne sont pas objectifs pourquoi? Parce que généralement, certains projets n'ont pas un ancrage social. Quand on dit qu'un projet a un ancrage social, ça veut dire que ce projet correspond effectivement aux besoins des populations. Il correspond effectivement aux besoins et aux aspirations des populations. Je vais vous donner un autre article et vous allez voir. Alors, je vous lis l'article 386 du Code général, alinéa 4. Je vous lis cet article. Cet article dit, cet alinéa dit, le budget est élaboré et contrôlé de manière participative en vue de prendre en compte les besoins exprimés et les suggestions formulées par les populations. Donc voilà les amis, comment est-ce qu'on peut arriver à un projet qui n'a pas d'ancrage social. Alors, revenons à notre exemple de départ que je vous ai montré, à savoir le monument J'aime mon pays. Et commençons à voir quelles sont les défaillances de ce monument. Je rappelle que ça n'a rien de personnel. Je me suis inspiré d'un cas assez connu parce que c'est un ouvrage que personne ne peut louper à Yaoundé. Il fallait que j'ai une situation pour faire cette vidéo. Alors, revoyons donc à quel niveau cet édifice a péché et pourquoi il est aussi critiqué. Premièrement, il ne correspond à aucune aspiration d'aucune population dans la ville de Yaoundé, comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ancrage social. Il n'y a pas quelqu'un dans la ville qui puisse s'identifier à ce monument parce qu'il n'a pas de référence, ni de référence historique, ni de référence culturelle pour commencer. Deuxièmement, ce monument n'a pas été fait de manière participative. On aurait fait un sondage et dit nous voulons promouvoir la culture dans notre pays, nous voulons garder l'histoire dans notre pays. On aurait réuni, si ça avait été simplement même l'aspiration des autochtones en disant nous voulons voir telle chose, nous autochtones, au moins une frange de la population se serait reconnue, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de consultation. Au niveau de l'élaboration de ce budget, beaucoup de personnes ont trouvé le monument trop cher. Certains parlent d'un coût de 1,3 milliard. Vous allez lire sur les captures d'écran que je vous ai faites. Donc, il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises à ce niveau. Participation, il n'y a pas eu de consultation citoyenne à ce niveau. Le budget était estimé, d'ailleurs, c'est une principale critique qui est adressée à ce monument, disant c'est trop cher. 2, il n'y a pas d'ancrage social, pas de référence historique. 3, le contexte et les circonstances. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais oui, en cette circonstance où le pays est en crise, pourquoi dépenser autant d'argent pour un monument dont l'utilité n'est pas avérée? Donc voilà les amis, je vous ai pris juste un cas d'école pour vous parler de la participation citoyenne et pour vous expliquer la complexité des mécanismes, pour vous dire pourquoi certains édifices sont boudés, pourquoi certaines choses sont critiquées. C'est simplement parce que les gens ne se reconnaissent pas en ça. Alors, moi, je m'en vais adresser une exhortation à tous les élus locaux. C'est que les projets doivent avoir un ancrage social. Il ne faut pas beaucoup de choses pour contenter les gens. Les gens ont juste besoin de se sentir considérés. Les gens ont juste besoin de sentir qu'ils ont pris part à ce qui a été fait pour accepter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème dans la gouvernance locale parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui font ce qu'ils veulent, qui font comme ils pensent. Alors qu'en réalité, lorsque vous voyez la gouvernance participative, c'est un moyen très puissant, et alors je dis bien très puissant, pour pouvoir
consolider le pouvoir d'un élu local. Je vous prends un cas simple. Si vous avez, je prends le cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er, qui a les comités de quartier. Cette commune a, je crois, 63 comités de quartier qui sont des blocs, c'est-à-dire Yaoundé 1er a travaillé un peu dans ce sens et Yaoundé 1er a 63 quartiers, 63 blocs. Quand vous avez déjà une telle assise, un tel ancrage au niveau de votre collectivité, au niveau de votre commune, expliquez-moi comment vous allez faire pour facilement perdre les élections alors que vous travaillez main dans la main avec ces gens, alors qu'ils voient comment vous les écoutez, alors qu'ils voient comment vous faites, même si ce n'est pas beaucoup. Comment est-ce que vous allez perdre? Vous pouvez utiliser ça pour avoir vos statistiques, pour avoir, je ne sais pas, vous pouvez utiliser ces données, vous pouvez utiliser ces choses pour asseoir votre pouvoir. Il suffit juste d'être un peu inventif, il suffit d'être juste un peu politiquement inventif, c'est-à-dire qu'il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination pour pouvoir utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça pour consolider votre pouvoir. Les gens ne demandent pas beaucoup, ils veulent juste être pris en compte. Parfois, ce n'est même pas le projet qui est important pour les citoyens. Parfois, c'est simplement le fait d'avoir participé à une prise de décision. Parfois, c'est le fait d'avoir dit, pour qu'on réalise ceci, pour qu'on réalise cela, j'ai donné mon avis. J'ai participé. J'étais là quand on décidait de faire ci ou ça. C'est aussi ça qui est important. Donc, au niveau de la démocratie locale, au niveau de la gouvernance locale, c'est un facteur qui doit être pris en compte par les élus locaux. Donc les amis, je vous laisse. J'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant, ainsi que l'exemple que j'ai donné. Ce monument J'aime mon pays, c'est peut-être au départ une bonne intention, mais ça ne s'est pas bien passé, simplement parce qu'on n'a pas consulté les gens. Les Camerounais voudraient bien d'un monument, les Yaoundéens voudraient bien d'un monument, mais ils veulent d'un monument qui leur parle de leur identité de Camerounais, qui leur parle de leur histoire en tant que Camerounais, qui leur dit quelque chose en tant qu'autochtone ou bien en tant qu'habitant de la ville. On aurait bien peut-être fait un monument sur une personnalité historique, peut-être sur un résistant, peut-être sur quelqu'un qui a marqué l'histoire, que ce monument aurait été le bienvenu pour les populations ou bien pour les autres personnes. Les amis, je vous laisse et à très bientôt pour une nouvelle édition sur notre chaîne